Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie pour cette émission spéciale consacrée à la première circonscription de la Somme, la grande incertitude. Nous sommes, je vous le rappelle, à 4 jours du premier tour des élections législatives. Ce sera ce dimanche. Vous aurez à voter pour élire votre député dans les 17 circonscriptions de Picardie, des élections législatives qui se déroulent un mois après avoir élu le nouveau président de la République, l'Amiénois, Emmanuel Macron. Réussira-t-il à obtenir une majorité? Si oui, laquelle? L'histoire nous le dira dimanche. Durant une heure, arrêtons-nous donc sur la première circonscription de la Somme. Elle est l'une des plus observées, celle, vous allez le voir, d'une grande partie d'Amiens, d'Abbeville, Nord et Sud, à Île-aux-Clochers, d'Aumar-en-Ponthieu, Piquigny, où vivent près de 122 000 habitants. Durant cette émission spéciale d'une heure avec nos 5 invités, nous verrons dans le détail les solutions proposées pour les dossiers dits sensibles liés à l'emploi, à Abbeville, Flix-Secours, Amiens. Nous parlerons du code du travail, de la relance économique, de la santé, des quartiers classés prioritaires. Et à mes côtés, me rejoindra durant l'émission la rédactrice en chef de France Bleu Picardie, Vanessa Lamar. 5 invités ici même pour débattre. Pascale Boitard, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la députée socialiste sortante. Vous faisiez partie jusqu'à il y a quelques jours de l'équipe de François Hollande au poste de secrétaire d'État chargé des personnes âgées et de l'autonomie. Nicolas Dumont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat à La République En Marche, vous étiez socialiste, vous êtes donc toujours maire d'Abbeville et vous avez rejoint Emmanuel Macron. Face à vous, Stéphane Decailleux, bonjour. Bonjour, Zora. Alors, vous êtes donc candidat de la droite rassemblée, Les Républicains et l'UDI. François Ruffin, bonjour. Vous êtes candidat donc, pour Picardie Debout, la gauche unie, on va le dire, en dehors du Parti socialiste et du Parti radical de gauche. Ouais. Enfin, Franck de la Personne, vous êtes candidat pour le Front National. Vous êtes artiste, comédien et tout nouveau en politique. Absolument. Bonjour, Zora. Merci à vous tous. Bonjour Franck de la Personne. Bonjour à vous tous. Et donc merci d'être là. Et pour être parfaitement complet, voici les autres candidats qui se présentent dans la première circonscription de la Somme. Mayline Guyenne pour l'Union populaire républicaine, Amal Aïssaoui, Lutte ouvrière, Ricky Moucaud d'Hiver, Dominique Reitzmann pour le Parti des travailleurs, Yvon Flao pour le Parti de la France, Florian Triouen, Debout la France. Avant de commencer ce débat, voyez pour rappel les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans la première circonscription de la Somme. Marine Le Pen est arrivée en tête avec 28%, Emmanuel Macron 22%, Jean-Luc Mélenchon 21,7%, François Fillon 13,4%, Benoît Hamon pour le Parti socialiste 5,2%. Et au deuxième tour, Emmanuel Macron l'emporte avec 57%, Marine Le Pen 42,5%. Pascale Boitard, vous êtes la députée socialiste sortante. Vous étiez arrivée dans la Somme il y a 5 ans, parachutée, vous ne connaissiez pas la région. Qu'avez-vous fait pour les habitants de la Somme en 5 ans? Et surtout, pourquoi vous représentez-vous? Écoutez, pendant 5 ans, dès 2012, dès que j'ai été élue députée, vous savez qu'il y a eu des événements dans Amiens Nord et il a fallu faire face à un nombre de difficultés. Tout d'abord, avant même les événements d'Amiens Nord, il a fallu se battre et j'ai obtenu l'une des premières zones de sécurité prioritaires de France, qui d'ailleurs fait partie des meilleurs résultats de France. Parce que je considère que celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires ont le droit à la sécurité. Et puis il y a eu Goodyear. J'ai été la députée qui a obtenu une commission d'enquête parlementaire contre vents et marées, si je puis dire, puisque la direction Goodyear a essayé d'influencer la ministre de la Justice pour faire repousser cette commission d'enquête. Elle a eu lieu sans jamais promettre n'importe quoi aux salariés. Je suis restée à leur côté par la suite, bien évidemment. Nous reparlerons de Goodyear dans quelques minutes. Et il a fallu aussi sauver les services publics, le lycée de Flix-Secours. La fermeture était annoncée. Nous sommes battus avec René Lognon, le maire de Flix-Secours alors, et l'équipe enseignante. Et nous avons obtenu aujourd'hui que ce lycée puisse offrir de belles perspectives pour nos jeunes. Et puis d'autres sujets, bien évidemment, bien importants, comme
bigard aussi, dès le premier jour auprès des salariés. Et aujourd'hui, vous le savez, Whirlpool, qui ne se situe pas dans cette circonscription, mais beaucoup d'ouvriers y vivent. Dont on va parler dans quelques instants. Le bilan de Pascal Boittard. Êtes-vous satisfait de son mandat, de son bilan, Monsieur Decailleux? Écoutez, moi j'étais candidat effectivement il y a 5 ans et je retrouve une circonscription qui est affaiblie. Affaiblie en termes d'emploi, affaiblie en termes de perspective et légèrement abîmée par une politique qui a massacré un certain nombre de services publics et les résultats des dernières élections, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient régionales, démontrent qu'il y a un cri de colère et qu'il faut entendre. Et dans ce cadre-là, la candidature qui est la mienne essaye de porter ce renouveau à travers une candidature de la société civile. Et c'est dans ce cadre-là que je m'inscris aujourd'hui. François Ruffin, est-ce que vous êtes satisfait? Vous arrivez donc dans cette circonscription, nouveau candidat, mais tout de même, est-ce que vous êtes satisfait du bilan de Pascal Boittard? Moi, je trouve qu'elle a du courage. C'est une battante parce que se présenter avec pareil bilan de son gouvernement, il faut en vouloir. Il faut se souvenir de quels étaient les engagements de François Hollande. Le remboursement des aides publiques pour les entreprises qui délocalisent, promesse non tenue. Interdire aux banques d'exercer dans les paradis fiscaux, promesse non tenue. Supprimer les stocks options et encadrer les bonus, promesse non tenue. On pourrait dérouler comme ça, renégocier les traités européens, promesse non tenue. Et les promesses, ce qui a été fait, c'est ce qui n'était pas dans le programme. Ce qui n'était pas dans le programme, c'est le traité Sarkozy-Merkel, où on s'était engagé à ne pas signer ce traité. Madame Boittard est montée à la tribune de l'Assemblée pour le défendre. C'est le crédit impôt compétitivité emploi, 22 milliards d'euros pour les entreprises. Ce n'était pas prévu du tout dans le programme. C'est la loi travail, c'est-à-dire la précarisation. Et ce que je considère, moi, comme un crime de haute trahison à l'égard de nous, Picards, c'est la fusion des régions, la disparition de la région Picardie, qui ajoute à une espèce de choc industriel qu'on subit, un choc administratif, puisque ce sont des centaines, voire des milliers d'emplois, un millier d'emplois qui vont partir et de cadres qui vont partir d'Amiens, capitale régionale, qui disparaît. Alors, Franck de la Personne pour le Front National. Je serais moins dur avec Madame Boittard, parce que j'ai une sympathie naturelle pour elle en tant que personne. Mais je pense que c'est bien, elle a fait beaucoup de choses utiles en arrivant, je crois. C'est comme ça, quand on arrive et qu'on veut faire des choses bien, on se donne beaucoup, on se donne les moyens, etc. Je crois qu'elle a été aussi prisonnière d'un gouvernement qui, comme le dit François Ruffin, n'a pas rempli les promesses. Moi, j'avais voté pour ce gouvernement. Je rappelle que je viens de la gauche et que je me suis engagé derrière Marine Le Pen parce que j'étais tellement déçu de toutes les autres propositions politiques que j'ai pensé qu'il fallait suivre quelqu'un qui avait enfin de faire quelque chose. Satisfait du bilan de Pascal Boittard. Non, mais moi je ne suis. Alors vous savez, Boittard, je voulais juste préciser que je ne suis pas d'extrême droite, que le Front National n'est pas d'extrême droite. Et que s'il avait fallu un candidat d'extrême droite, il aurait fallu appeler un monsieur qui est ultralibéral, xénophobe. Parce qu'elle a envie de faire des choses, voilà. Mais sinon, il fallait appeler monsieur Flau, qui est un vrai personnage d'extrême droite. Voilà. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, je viens de la gauche, je soutiens Marine parce qu'elle veut faire du bien, protéger les Français, protéger les industries, empêcher les délocalisations. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons vers... est au Front National, on le rappelle tout de même, pour le téléspectateur. Nicolas Dumont, donc, que pensez-vous du bilan de Pascal Boittard? Vous étiez ensemble socialiste, donc jusqu'à il y a quelques semaines pour vous. Je pense que dans une démocratie, ceux qui jugent le bilan, les engagements tenus, le travail effectué, sont les électeurs. Ce n'est pas à moi d'apporter un jugement, et certainement pas un jugement aussi dur que celui que... Laissez-moi terminer. Celui que j'ai entendu, qui est extrêmement dur, mais j'imagine que c'est la période électorale qui veut qu'on cristallise les choses. Moi, je pense que... Pour le coup, moi, je suis un électeur. Je pense que dans je viens du monde des électeurs. Vous voterez en conscience. Je suis ravi d'entrer dans la danse maintenant pour lutter contre vous. Et ce sont les électeurs, le soir du premier et du second tour, qui apprécieront ou pas le bilan. Mais un bilan, de toute façon, personne ne peut ni promettre, ni garantir qu'un bilan, il est intégralement positif ou intégralement négatif. Donc je pense que là-dessus, les électeurs sauront effectivement apporter leur jugement. Vous avez raison de le préciser, puisque votre président va entrer maintenant dans une seconde phase et nous allons voir, effectivement, je crois que le bilan sera bien désastreux. Alors, vous avez raison de préciser, d'apporter des... Nous allons avancer, Franck de la Personne, Nicolas Dumont, juste. Nous allons voir donc dans le détail les solutions que vous,
futurs députés, si vous êtes élus, à les proposer pour les dossiers dits sensibles liés à l'emploi, à Abbeville, Flic Secours, mais d'abord, un petit tour d'horizon des entreprises touchées par les fermetures dans nos 3 départements Picard. Tour d'horizon avec Pierre-Guillaume Crégnoux, regardez. Continental, Goodyear, Bigard, Bosch et aujourd'hui Whirlpool, des marques synonymes de drame dans la région. À chaque fois, des centaines d'emplois détruits, délocalisés. Continental, 1120 licenciements. Steel Saxby, 255. Goodyear, 1143 salariés au chômage. Sapsa, le fabricant de matelas, 140. Derrière ces luttes sociales et ces fermetures spectaculaires, quelles réalités économiques ces 10 dernières années? Concernant les fermetures d'entreprises, malgré les pics, peu de variations depuis 2007. Les défaillances sont constantes. En revanche, sur la période, le nombre de demandeurs d'emploi explose. Plus de 180 000 aujourd'hui. Ils étaient 115 000 il y a 10 ans. Et c'est tout le tissu économique de la région qui est touché, avec pour conséquence un marché de l'emploi qui s'assèche. L'effet est lent, mais il est là. Le nombre d'offres disponibles ne cesse de diminuer. Et une région qui ne trouve pas de travail, c'est une région qui perd des habitants. La croissance démographique qui est aujourd'hui une des plus faibles en France. Vanessa Lamar, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez rejoint, donc vous êtes rédactrice en chef de France Bleu Picardie. On va parler ensemble du dossier Whirlpool. Donc il y aurait 6 repreneurs, dont 4 sérieux, semble-t-il, à la date d'aujourd'hui. Et on a appris ce matin qu'il y aurait parmi les repreneurs potentiels l'entreprise de Cailleux. Oui, c'est une information France Bleu Picardie livrée à nos auditeurs ce matin. Donc Nicolas Decailleux, qui est le co-gérant de la SAS de Cailleux, a fait une offre de reprise la semaine dernière donc, à l'entreprise d'électroménager Whirlpool, qui va fermer son usine de sèche-linge à Amiens en juin 2018 pour délocaliser la production donc en Pologne. Donc cette information a été livrée ce matin en pleine campagne, à 4 jours du premier tour. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si c'était une bonne nouvelle pour l'emploi, pour vous, les candidats de cette circonscription, ou alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Stéphane Decailleux, qui est donc le frère de Nicolas Decailleux? Alors Stéphane Decailleux d'abord. Donc est-ce que vous allez reprendre tout simplement cette entreprise? Tout d'abord, un mot. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le territoire. Si on arrive à sauver 200 emplois, quel que soit le preneur, moi ce que je note, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il y a un véritable projet de reprise. Et d'autant plus que c'est un projet industriel. Donc ceux qui nous disent on ne peut plus fabriquer en France, moi j'en suis la preuve vivante. Mon entreprise est basée, comme vous le savez, dans le Vimeux et dans le Ponthieu. On peut encore fabriquer en France et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le territoire. Voilà. Ça, je pense que officiellement, on peut le dire maintenant, vous êtes candidat à la reprise de Whirlpool à Amiens. Alors, officiellement, je ne veux pas rentrer dans le processus. Je pense que le processus est encore long avant d'arriver à la fin. Vous l'avez dit vous-même, il y a 5 repreneurs, dont Nicolas Decailleux, qui est mon frère, et qui est et vous-même, effectivement... dont Nicolas Decailleux, qui est mon frère, et qui est aujourd'hui, et je crois qu'il était avec les syndicats cet après-midi pour leur présenter le projet. Je pense qu'avoir l'adhésion des syndicats, c'est aussi quelque chose d'important si on veut mener à bout cette reprise, parce qu'il y a un véritable challenge pour démontrer qu'on peut fabriquer en France et on peut avoir des projets structurants pour notre territoire. Donc sur l'offre de reprise, quelle est-elle? L'offre de reprise 200 salariés, semble-t-il, c'est ça? Actuellement, c'est 200 salariés et le processus est en cours. Et donc, ce processus va nous emmener dans quelques semaines à une décision définitive qui devrait permettre effectivement de sauver de l'emploi. Et ça, c'est véritablement une bonne nouvelle pour l'ensemble des Picards et des Amiénois parce qu'on vit un véritable drame. Bon, moi, j'ai vécu Goodyear il y a 5 ans. Goodyear, vous avez vu où ça nous a amené. À l'époque, ce n'était pas M. Ruffin, c'était Michael Ouamin. Et le résultat, je finis ma boîte. On avait la même pression, et puis le résultat, on a fermé. Et aujourd'hui, j'ai appris hier dans le courrier Picard qu'on avait vendu le locaux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, ce que je veux démontrer par là, c'est que c'est possible, grâce à des gens de l'entreprise, de recréer de l'emploi sur notre territoire. François Ruffin, vous êtes très mobilisé, vous, aux côtés de Whirlpool. On vous a vu ces dernières semaines aux côtés de certains salariés. C'est une bonne nouvelle pour... Toute proposition de reprise sérieuse est une bonne nouvelle. Maintenant, on ne va pas dire c'est un sketch, là. On est à 72 heures ou à 96 heures, enfin on est au milieu de semaine, il y a une élection qui se déroule dimanche. C'est le frère de M. Decailleux qui est responsable du MEDEF de la Somme, qui fait une offre de reprise. Bon, moi je trouve qu'il y a un côté comique quand même dans la situation. Bon, et j'espère
J'espère, ceci dit, que ça ira au bout. 200 emplois, c'est pas trop, oui, non, mais monsieur d'accord. Ruffin. J'espère que ça ira au bout. J'espère que ça tiendra aussi, parce qu'on a vu un certain nombre de Parisot siège de France a été repris par les cadres. Un an après, il y avait les clés sous les portes et il n'y avait pas de plan social pour les gens derrière. Donc je pense qu'il faut replacer la question centrale, c'est quel combat on mène contre la multinationale Whirlpool, contre ses actionnaires qui ont augmenté leurs dividendes de 10% quand dans le même temps ils sacrifiaient l'usine d'Amiens. Ensuite, on parle de 200 emplois, mais moi je n'oublie jamais la centaine d'intérimaires. Il y a une centaine d'intérimaires sur ce site qui sont complètement oubliés. Il y a les 50 du sous-traitant Prima, il y a tout ça. Et donc il faut aussi se demander quel combat on va pouvoir mener contre ces actionnaires. On vit dans un monde où 1% de l'humanité détient plus de richesses que les 99% restants. Il y a d'autres repreneurs aussi. Oui, mais est-ce qu'ils vont s'ajouter sur le site? Je veux dire, là, il peut y avoir plusieurs tout entreprises du qui dossier. s'installent sur J'aimerais le bien site. qu'on connaisse le dossier sur le fond. On ignore tout du dossier. J'espère que ça se passera le mieux possible pour les salariés de toute façon. Mais voilà, le grand déballage là, dans la semaine qui précède les législatives me paraît avoir un aspect... C'est une date Juste qui un n'est point, pas- si je peux qui me n'arrive permettre, qui n'arrive pas un peu au hasard. On est Non, à mais 4 jours. C'est un peu ça. C'est pas une- Stéphane de Cailleux qui a fixé le calendrier. Je pense que le calendrier, c'est pas moi qui l'ai fixé. Justement. Non, mais juste sur ce point, parce Oui, qu'on a l'air de dire mais que je peux tout peut-être est. en parler parce Vous que êtes peut-être pour en j'étais au parler. plus près, Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que de ce qui s'est c'est fait. plutôt rassurant d'avoir des solutions, et je pense que c'est la façon dont il faut traiter aujourd'hui l'emploi sur notre territoire. Pascal Bottard, vous souhaitiez réagir? Je crois que c'est bien les slogans, mais ça ne résout pas les problèmes des salariés qui sont en train de perdre leur emploi. Et lorsqu'il y a eu l'annonce de la fermeture Whirlpool, eh bien avec Bernard Cazeneuve et Christophe Sirugue, eh bien, nous nous sommes mis au travail. D'abord, Bernard Cazeneuve a pris contact directement avec le PDG Monde de Whirlpool pour voir quelles étaient ses intentions et exiger de lui qu'il y ait une vraie prise en compte des salariés dans le traitement qui devait être fait, et notamment dans l'application de la loi Florange que nous avons votée, parce que vous voyez, Monsieur Ruffin, vous avez la mémoire sélective et vous n'êtes pas tout à fait honnête lorsque vous prenez la parole ou que vous écrivez comme dans votre journal. Et donc rétablir quelques vérités, c'est aussi l'engagement sur la loi Florange de dire qu'un patron qui ferme une usine pour quelque raison que ce soit ne peut pas empêcher une reprise. C'est ce qui était le cas avant 2013. Et qu'il doit au contraire agir pour trouver un repreneur. Parce que nous avons créé Donc là, en Business l'occurrence, France, pour le parce dossier que nous Whirlpool, avons créé la Banque publique d'investissement, parce que nous avons fait cette loi Florange, c'est pour ça qu'aujourd'hui que nous pouvons avoir plusieurs repreneurs qui ont déposé une candidature et je m'en réjouis. Franck de la Personne, Je partage totalement le sentiment de Madame Boittard, elle a raison. Mais je suis devrais le dire, mais je partage totalement son sentiment parce que moi je pense qu'aujourd'hui nous avons un adversaire maintenant, c'est le système Macron qui va se mettre en place. Et en l'occurrence représenté par Monsieur Dumont, mais vous allez servir un gouvernement qui va faire une casse sociale épouvantable. Et malheureusement, si à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des députés qui s'opposent fermement au désastre qui s'annonce, et Madame Boittard le dit, mais malheureusement, le gouvernement Hollande ne s'est pas donné non plus les moyens d'aller jusqu'au bout de cette logique, c'est-à-dire de comprendre que, certes, l'Europe était peut-être une bonne chose sur le plan, sur le plan imaginaire, mais sur le plan réel et économique, c'est un désastre, notamment pour cette Franck région. de la Personne, on va laisser Nicolas Dumont répondre candidat pour Emmanuel Macron. Juste un point. D'abord, moi, je suis évidemment, et j'accueille avec de la meilleure des façons toutes les propositions qui permettent de redonner vie à ce site, sans oublier effectivement les sous-traitants, puisque c'est un ensemble productif qui a été touché par la décision de Whirlpool. On va dire simplement que ça correspond, aussi à une façon différente dont il faut aborder ces problèmes de désindustrialisation. Parce que je partage l'avis de Stéphane de Cailleux, il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation en Picardie. On pourra donner un certain nombre d'exemples. Mais effectivement, il faut aussi être très vigilant sur la façon dont on aborde ces problèmes. Et je crois que l'entre-deux tours de l'élection présidentielle a été éclairant. C'est-à-dire qu'effectivement, et il y a un historique dans cette région, c'est plus facile d'aller se faire applaudir en disant « votez pour moi, l'usine ne fermera pas ». Ça a été fait, d'ailleurs, par certains chez Goodyear en 2012. Ça a porté bonheur ni aux salariés, ni à ceux qui ont tenu ce genre de propos. Donc je pense qu'il faut être extrêmement respectueux à la fois de ces ouvriers et de leurs difficultés, mais aussi être particulièrement conscient que
que la question n'est pas de savoir si on s'oppose à tel ou tel système. La question, c'est de savoir si un élu est capable de mettre en place des solutions pour le rebond quand il y a un drame industriel de cette nature. Donc, drame industriel de c'est cette une bonne nature, nouvelle. on parlait de Goodyear tout à l'heure, etc. Vous qui êtes candidat pour Emmanuel Macron, La République En Marche, quel avenir pour l'emploi industriel? On voit bien que la Picardie, région industrielle, a été touchée. Comment, vous, Emmanuel Macron, est-ce que vous voyez l'avenir pour l'emploi industriel? Je crois qu'il y a d'abord un discours de vérité à tenir, c'est ce que j'indiquais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir expliquer que le protectionnisme, intelligent ou pas, va protéger telle ou telle entreprise, au risque d'ailleurs, dans ce cas-là, on ferme Procter & Gamble. Dans ce cas-là, on ferme Procter & Gamble qui exporte 80% de sa production. Contrôler ce qui arrive sur le territoire européen. Il faut renforcer Exactement. en matière Qu'est-ce que vous européenne la proposez? lutte contre le dumping social, fiscal et environnemental. Il faut dire la vérité aux salariés et à un moment donné, il faut accompagner les évolutions et les mutations du monde industriel. Mais il n'y a pas de fatalité. Moi, je prends deux exemples. L'exemple notamment qui a été c'est la fin de celui que l'industrie, nous avons. en réalité, bien sûr comment que non, voyez-vous mais les ça, ce choses? discours, on nous l'a vendu depuis 2004. On pose la question. On nous a posé depuis 2004 ce discours sur la fin de l'industrie. Prenez des exemples concrets, vous avez des images. Abélia Décor, friche industrielle, 270 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, 4 entreprises industrielles. Une est déjà en place, les autres sont en train de monter leur bâtiment. Prenez un autre exemple, sur la vallée de la Nièvre, avec le syndicat mixte des Hauts-Plateaux, avec René Lognon, avec Daniel Dubois comme vice-président, et avec moi-même, à l'époque où j'étais premier vice-président de la région. Rebond aussi là-dessus. Dossier de la sucrerie, décision prise en 2007 en application d'un règlement européen et qui a mis 74 salariés sur le carreau. Les bâtiments sont en train de sortir, 450 emplois créés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le rôle d'un élu local, c'est de créer les conditions du rebond. C'est être aux côtés des salariés pendant la difficulté, mais c'est aussi de proposer la réindustrialisation et l'activité. Et le rôle d'un élu national. Pardon, mais je me permets de vous rappeler, Monsieur Dumont, que nous sommes là dans une élection nationale. Il s'agit de voter pour des députés, pas pour une élection cantonale, régionale. Ou, c'est mieux de ne pas avoir des députés hors sol, monsieur de la personne, ça permet de connaître les dossiers et le territoire. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Vous allez voir des agriculteurs et à côté, en tant que dans la communauté de communes, vous avez, je crois, permis l'implantation du dossier 1000 vaches. Je pense que vous êtes mal informé. Et d'ailleurs, le président fondateur de Novi-Sad me soutient moi et personne d'autre ici. Bon, enfin, je pense que les agriculteurs pourront apprécier là aussi, révisez vos fiches. Et les agriculteurs, nous les avons rencontrés. Avec M. Ruffin, avec moi, Mme Boitard, oui, je sais. Le fameux traquenard du courrier Picard qui ne m'invite pas et qui n'invite que quelques candidats. Non, c'était les jeunes agriculteurs et la FDSEA. Ça n'avait rien à voir avec le courrier Picard. S'il vous plaît, sur l'emploi industriel, est-ce que l'emploi industriel est-il encore un avenir en Picardie? Bien sûr qu'il a un avenir. Parce que, tout simplement, nous avons des nouvelles filières industrielles que l'on doit pouvoir développer, en plus de ce qui existe. La France, elle est soumise à une contrainte énorme, qui est à la fois une concurrence au sein même de l'Europe, mais elle a aussi un défi énorme et elle peut être leader dans le monde, sur toutes les industries vertes, par exemple. Et il faut investir. Et si le projet européen doit servir à quelque chose, c'est bien investir sur ces projets. Nous avons lancé cette industrie verte, Ségolène Royal. À travers la COP21, la France est à la pointe et nous avons réussi à mobiliser l'ensemble des pays européens sur ces questions et c'est ce qui doit pouvoir avancer. Moi, j'ai relancé moi-même la Silver Economy. 300 000 emplois. Peut-être qu'on peut expliquer rapidement. La Silver Economy, c'est l'économie qui entoure tout ce qui est en question autour du vieillissement. Ce sont les services à la personne. Ce sont aussi les industries qui inventent de nouvelles façons d'appréhender des maladies, par exemple telles que Alzheimer, et qui permettent de mieux vivre. C'est une économie au service de l'humain. À la fois l'industrie verte, à la fois l'industrie Silver Economy. Et notre région peut être leader sur cette question. Il suffit aussi d'y investir et de se mobiliser. Sur la partie j'ai bien entendu. des emplois Je voudrais industriels. rappeler deux éléments importants. Un, c'est pas le politique qui crée l'emploi, il est un facilitateur et là-dessus, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Mais moi, j'ai été ministre, donc j'ai fait des choses. Si on veut être dans la compétition, si on cette vision du monde est scandaleuse, voilà, parce que la politique, peut-être, mais la politique doit permettre de changer. Le deuxième sujet qui me paraît important, c'est d'alléger les impôts et taxes sur les entreprises si on veut être compétitif, parce qu'aujourd'hui, on est dans une globalisation de l'économie, même si on est contre. Donc vous êtes pour le SMIC à 400 € comme en Allemagne, monsieur De Cailleux? Exactement. Je vous pose la question. Ça, c'est juste des propos, des esprits d'estrade, parce que vous êtes aujourd'hui sur un plateau télé. Je peux vous dire que moi, ce que je vis au quotidien, c'est pas ça du tout. C'est aujourd'hui être comparé avec des entreprises qui sont aujourd'hui en compétition avec l'Allemagne, avec. Monsieur De Cailleux, vous avez perdu tous les procès. Laissez-moi parler. À part faire des procès au département de la Somme, vous n'avez pas autre chose à faire, Madame Boitard. Quand
vous revenez une fois de temps en temps, vous prenez la bonne sortie et puis vous arrêtez d'aller au tribunal. Soit voilà. je suis trop là, soit je ne suis pas assez ici. De rappeler juste deux points sur l'industrie parce que c'est important. Alléger effectivement un certain nombre de taxes et d'impôts sur les entreprises pour qu'on soit dans la même compétition. J'ai l'impression que moi, mon entreprise accourt le 100 mètres avec un boulet au pied parce que trop de normes, trop de régulations et ça, c'est quelque chose qui est éminemment important. Qui et le dernier point qui me paraît important, c'est de miser sur le numérique et sur l'innovation parce que sans numérique, sans innovation, peut-être l'économie verte, on ne peut pas avoir d'emplois durables et d'industrie pérenne sur notre territoire. Selon l'INSEE, donc on va dire que le tableau n'est pas si noir. Donc pour l'emploi, si les emplois disparaissent, de nouvelles entreprises sont créées. Selon l'INSEE, en 2015, plus de 10 000 créations d'entreprises en Picardie. Et donc, c'est l'occasion tout simplement de parler de l'actualité, la réforme du Code du travail, l'une des mesures phares d'Emmanuel Macron, prévue pour cet été par ordonnance. Le gouvernement a rendu public hier la lettre de cadrage de son projet de réforme du Code du travail. Le projet de loi autorisant les ordonnances sera présenté le 28 juin. Regardez ce qu'en pensent les Avillois de cette réforme. C'est France 3 Picardie, je vous explique déjà qu'on se mette 3 minutes sur ce beau petit fauteuil rouge et vous répondre à 3 questions. Que le travail est-il toujours efficace? Non, parce que c'est extrêmement compliqué et à la limite, c'est contre-productif, me semble-t-il, pour l'emploi. Il y a certains métiers qui sont plus pénibles que d'autres. Et à mon avis, il y aura des réaménagements à faire à ce niveau-là surtout. Il y a beaucoup trop de lois archaïques qui permettent énormément de vide juridique et qui, du coup, enlèvent de la sécurité aux employés et même parfois aux employeurs. Pour ou contre la réforme? Les entreprises auront peut-être trop de pouvoir. Je suis tenté de faire confiance, effectivement, à nos gouvernants, mais aussi aux représentants des salariés pour essayer de trouver ce juste équilibre. Qu'attendez-vous de cette réforme? Que ce soit une réforme juste. Alors, je sais bien que le terme de justice, c'est une sorte d'absolu qu'on n'arrive jamais à atteindre, mais qu'il y ait cet équilibre que je décrivais tout à l'heure. Qu'elle soit solide, bien réfléchie, et que ce ne soit pas au profit des entreprises. Les deux parties soient écoutées à égalité et que mine de rien, aller au travail, ce soit pas à la boule au ventre. Ce sera dur. Il y a du boulot. On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. J'espère. Voilà, je pense que ça sera mon mot de conclusion. François Ruffin, pour ou contre la réforme du Code du travail? Alors, je suis contre la réforme du Code du travail. Ce que je veux dire, c'est que Emmanuel Macron, c'est le nouveau visage de la même politique qui se déroule depuis 30 ans. Puisque ça fait 30 ans qu'on entend qu'on a un boulet au pied, donc il faut alléger les charges d'un côté, et que de l'autre côté, la solution, c'est de flexibiliser les emplois. Et donc, voilà, on a ça. Et c'est une obsession chez Emmanuel Macron. Pourtant, il s'est retrouvé sur le parking de Whirlpool. On parlait de Whirlpool tout à l'heure. Sur le parking de Whirlpool, on a là un cas caricatural, puisqu'on a d'un côté des salariés qui ont tout accepté. Pendant 5 ans, le gel des salaires. Ils ont accepté de revenir sur des RTT, ils ont accepté des modifications dans leurs congés, ils ont accepté tout ça. Et de l'autre côté, on a des actionnaires qui, eux, se gavent de dividendes, ferment l'usine dans le même temps, et c'est ainsi qu'on les récompense, avec des profits colossaux. Donc là, ce qui serait à réclamer, c'est non pas davantage de flexibilité du travail, mais davantage de flexibilité du capital. On a une hyper-rigidité du capital. Les dividendes en France ont été multipliés par 3 depuis les années 80. Donc je suis favorable à des ordonnances, par exemple, mais il s'agirait de faire des ordonnances sur la finance, et non pas des ordonnances pour, à nouveau, que les salariés mettent un genou à terre, alors que quand ils vont dans les entreprises, ils ont déjà bien souvent le sentiment de se soumettre. La démocratie s'arrête bien souvent à la porte des entreprises. Donc non, et je pense qu'en même temps, la deuxième volet, qui est le volet allègement, ça fait maintenant 30 ans qu'on allège. On est aujourd'hui à 110 milliards d'euros d'allègement d'impôts. Et qu'est-ce que ça produit? Le CICE, par exemple, 22 milliards d'euros, 3 fois le budget de la justice, a permis de sauver ou créer 100 000 emplois par an. C'est-à-dire que c'est 200 000 euros par emploi. Par an, c'est 20 000 euros par mois pour un emploi. Ce sont des sommes tout à fait considérables et il suffirait qu'on les prenne, qu'on les remette sur des emplois dans la vie associative. Eh bien, on pourrait créer. On pourrait créer 500 000 à 1 million d'emplois. Stéphane Decailleux, vous êtes chef d'entreprise. François Ruffin dit la démocratie s'arrête à la porte de l'entreprise. Comment j'invite vous M. voyez Ruffin la à visiter réforme des du Code du PME travail? sur le territoire. C'est insultant pour
pour l'industrie, c'est insultant pour les chefs d'entreprise. Mais je suis moi-même. C'est pas la lutte des classes. Non, mais si je vous êtes vous écoutez peut-être avec attention. Vous êtes peut-être un grand chef d'entreprise, mais ici, moi, je suis un petit chef d'entreprise, puisque j'ai fondé mon propre journal. Je ne vis pas... C'est bravo, vous avez créé de l'emploi. Je ne sais pas combien vous payez vos salariés. J'espère que vous les payez au moins 4-5 000 euros, comme vous le prenez régulièrement. Moi, je dis simplement que c'est insultant, parce qu'aujourd'hui, mes salariés, le discours qu'ils me tiennent, c'est pas celui-là. C'est comment on peut faire pour être plus compétitif. C'est eux qui m'aident à trouver les innovations dans l'entreprise, et c'est pas du tout la lutte des classes. Ça, c'était la vision que vous avez, M. Ruffin. C'est une vision du siècle dernier. Voilà. Vous êtes donc pour Stéphane Decailleux pour réformer le Code du travail? Parce que dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent, vous allez voir du pays avec la population qui n'en peut plus, notamment localement. Parce que certes, vous avez encore quelques salariés chez vous, tant mieux pour eux. J'en ai plus que si vous les traitez, si vous connaissiez un peu le territoire, non, je connais. C'est une expression. Vous êtes juste trompé la dernière fois de Decailleux. Il y en a un qui fait des produits de luxe et un autre qui fait des boîtes aux lettres, c'est moi. Donc vous trompez pas la prochaine fois quand vous parlez de moi. Et je ne vis pas en Chine, monsieur. Très bien, je suis content de l'apprendre, c'est formidable. Parce que monsieur Philippot passe son temps à dire que j'habite en Chine. Non, je n'habite pas en Chine, j'habite dans le Vimeux. Je suis même élu du conseil municipal d'Arville. Donc voilà, c'est juste une parenthèse qui est importante quand on veut parler d'emploi. Et nous sommes contents que vous soyez bien décidé à ne pas y aller. S'il vous plaît, Stéphane Decailleux, est-ce que vous êtes pour ou contre la réforme du Code du travail? Je pense que rendre le Code du travail déjà plus lisible va permettre de pouvoir embaucher plus facilement. Aujourd'hui, on a des vraies problématiques par rapport à la possibilité d'embaucher des salariés, surtout quand on a par exemple un accru de travail, on est obligé d'avoir recours à du travail précaire. Et c'est ce qu'il faut éviter. Avoir plus de facilité pour embaucher, pour pouvoir justement permettre demain de créer des centaines d'emplois. Vous êtes pour ou contre la réforme du Code du travail? De toute façon, je suis absolument contre la réforme du travail. Je suis absolument contre la réforme du travail. Et en plus, sa réforme par ordonnance me paraît sur le plan démocratique absolument une horreur. Et en réalité, ça va répondre avec rapidité à une demande des chefs d'entreprise. Mais sur le terrain, il y a une erreur monumentale qui est faite. Quand M. Macron propose aux gens, par exemple, quand il est venu à Whirlpool, ce qu'a cité M. Ruffin, quand il est venu leur proposer de se former à d'autres métiers ou d'autres branches, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que les gens arrivés à 50 ou 55 ans ne peuvent pas se former à des métiers, que ce soit d'ailleurs, pardon, Madame Boitard, parce que certes, vos idées, les innovations, les choses pour l'avenir, c'est formidable, mais c'est pour dans très longtemps. Mais le problème, c'est qu'il y a... Mais là, il y a besoin les gens ont besoin de travailler tout de suite, ils ont besoin de gagner leur vie. Et pour ça, il faut leur proposer peut-être des formations, mais il faut leur proposer des formations en fonction de leur qualification. Il faut que le tissu industriel s'adapte à la qualification locale et non pas demander à des gens qui sont complètement paumés d'aller apprendre des métiers dont ils ne connaissent rien. Pour conclure ce chapitre sur le Code du travail, donc lorsque vous entendez autant de désaccords de la part de François Ruffin, Franck de la Personne, Pascal Batteur, on verra dans quelques instants, qu'est-ce que vous dites Emmanuel Macron qui souhaite réformer ce Code du travail, quels sont les arguments? D'abord, moi je reviens sur les personnes que vous avez interrogées. Je pense que le sujet là-dedans, c'est le juste équilibre. Juste équilibre entre des droits nouveaux pour les salariés et une souplesse pour les entreprises. Question fondamentale sur la formation. Combien aujourd'hui d'argent, des milliards de la formation professionnelle va en direction des demandeurs d'emploi? Va en direction des demandeurs d'emploi. Combien? 15%. Aujourd'hui, il faut absolument réorienter les crédits de la formation pour permettre justement de trouver des solutions rapides. Parce que la difficulté, au-delà du discours, laissez-moi terminer s'il vous plaît, au-delà de discuter sur effectivement les symboles ou les autres, la réalité c'est ces salariés. Qu'est-ce qui se pose comme question? Ils se posent la question de savoir comment ils payent leur loyer, comment ils payent leur voiture, comment ils donnent à manger à leurs enfants. C'est ça la réalité. C'est pas un jeu au moment des campagnes électorales. Donc il faut qu'on soit extrêmement précis là-dessus. Cette réforme et telle qu'elle est prévue, juste terminer, quand on a 50 réunions de travail avec les organisations syndicales et une méthode qui est annoncée pour une fois avant l'élection et pas après, on ne peut pas expliquer qu'il y a des choses qui ont été cachées. Pascal Boitard, sur cette loi du travail, il y a un axe essentiel. Premièrement, supprimer le paritarisme, c'est-à-dire la concertation interne entre les syndicats, le MEDEF et
après, éventuellement le gouvernement, quand ça se passe mal. Ça, c'est le premier objectif. Donc, supprimer le pouvoir des syndicats. Deuxièmement, c'est aussi sur le contrat de travail. C'est l'employeur, c'est monsieur Decailleux, employeur, qui va dire à son salarié dans chaque contrat de travail, vous allez travailler tant d'heures, et voilà les conditions. C'est faux, Madame la Ministre, il n'y a pas d'inversion de la hiérarchie des normes, contrairement à la loi travail. Quand on a été de gauche, monsieur Dumont, quand on a été de gauche, Madame la Ministre, on ne proposait pas la loi travail au 49.3. Je pense que monsieur Dumont n'a jamais été de gauche. Je vais vous dire, monsieur Dumont, parce que le compte personnel d'activité, ça c'est de gauche et ça faisait 30 ans qu'on l'attendait. Et ça, on l'a fait dans la loi travail. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est déstructurer le contrat de travail. Et vous allez déstructurer le nombre d'heures aussi de travail de nuit. C'est un recul immense du droit social. Les textes, alors que les organisations syndicales ont eu hier la lettre de cadrage. Parce qu'il y a eu un affolement général. Donc pour vous, les choses ne sont pas encore actées. C'est ce que vous dites, Nicolas Dumont. FO et la CFDT ont salué la méthode de travail. Monsieur Dumont, le travail va se poursuivre et une concertation, c'est évidemment des compromis. Il faudra trouver des compromis. Les députés ne pourront pas y participer puisque c'est monsieur le président de la République. Si, parce qu'il y a la commission des affaires sociales, monsieur Dumont. Non, puisqu'il y a une loi d'habilitation et une loi de ratification pour les ordonnances, Madame la Ministre. Tout seul dans son bureau qui fera les ordonnances. Non, il y a une loi de ratification et une loi d'habilitation. Juste, donc pour vraiment clore cette partie, qu'est-ce que vous nous montrez là? Vous êtes arrivé avec des bagages, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une clarté sur les votes qu'on aura dans les propositions du président Macron. Est-ce qu'on est pour ou contre la loi travail numéro 2? Moi, je dis d'avance que je voterai contre. Est-ce qu'on est pour la baisse des petites retraites de 20 €? Je voterai contre. Est-ce qu'on est pour la suppression qu'on est pour la suppression de 120 000 fonctionnaires? Je voterai contre. Est-ce qu'on est, parce qu'on pénalise les petits, mais dans le même temps, est-ce qu'on est pour l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires? C'est ce qui est prévu par M. Macron. Je voterai contre. Par contre, le dédoublement des classes de CP, je voterai bien sûr pour. La loi de moralisation de la vie publique, je voterai pour. Le retour d'une police pour proximité, je voterai pour. Tout lister, s'il vous plaît. On va donc... Vous allez voter pour M. Macron. Oui, d'accord. Chacun a apporté sa fiche. C'est du spectacle. Donc chacun a apporté sa fiche. J'ai du retard dans mon temps de parole. Ce qui est certain, c'est que ce que vous nous préparez, ce que vous défendez aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rétrograde, de plus archaïque dans tous les combats qui ont été menés pendant des années avec les syndicats et la s'il vous plaît. J'ai du retard dans mon temps de parole. Non, justement, s'il vous plaît, est-ce qu'il est possible de vous écouter? Juste, attendez, François Ruffin, chacun va s'exprimer dans ce débat de part égale. C'est comme ça. Donc, s'il vous plaît, avançons dans le débat. L'occasion, nous arrivons. S'il vous plaît, donc, je disais, nous arrivons à l'avant-dernière partie de ce débat. L'occasion de voir quel projet pour les grands oubliés de cette campagne. Les habitants des quartiers d'Abbeville, d'Amiens-Nord, pourtant classés prioritaires. Avant d'en parler, voyez le C'est vous qui le dites dans le quartier nord d'Amiens, voyez. Vous avez une petite minute? Non. Il faudrait juste qu'on aille dans ce petit fauteuil rouge qui est là-bas. Dans ce qu'on va y aller tout de suite, allez-y, venez. Qu'est-ce qui peut changer votre quotidien? Faut mettre un peu plus de travail. Voilà. Dire à la police qu'elle arrête de nous casser la tête, de nous contrôler bêtement devant les gens, devant les petits. Plus de sécurité, plus de travail pour les jeunes. Il y a un parc de jeux juste derrière chez nous et il y a des scooters qui passent, tout ça, et il y a des enfants, quoi. Et il faudra avoir une sécurité au niveau de ça. Les mesures prioritaires à mettre en place dans le quartier. Il va y avoir plus d'animation pour les enfants, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Dans ce quartier-là, il n'y a pas, pour les petits, il n'y a rien. Plus de culturel. Culturel, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais... Ce que j'aimerais, c'est avoir plus d'écoute avec les gens. Plus sympa, plus souriant. Qu'attendez-vous de votre député? Mon député, ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, mon député? Qu'on puisse les contacter et qu'on puisse les discuter avec eux et qu'il y a plus de réunions dans les quartiers. Autrement, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien du tout. Vous appelez comment? Je vais vous donner mon nom, Jean. Jean? D'accord.
François Ruffin, faut-il une politique spécifique pour les quartiers populaires, pour la jeunesse? 60% des moins de 25 ans sont au chômage dans ces quartiers. Mais je pense que moi je vois que la jeunesse qui zone dans les abribus à Bertaucourt-les-Dames, elle ressemble quand même dans ses problèmes à la jeunesse qui zone sur Amiens-Nord ou quartier de l'Espérance à Ville. Qu'est-ce que vous leur proposez pour ces quartiers? Moi je pense que mon grand objectif, la priorité que je souhaite porter durant mon mandat, c'est la lutte contre la précarité. Et cette précarité, via l'intérim ou via toute une série de contrats de travail, c'est devenu l'ordinaire des quartiers populaires et l'ordinaire de la jeunesse. J'avais ce matin au téléphone une animatrice de la mairie d'Abbeville qui travaille dans le périscolaire, qui est vacataire depuis des années, qui touche aujourd'hui... Voilà le bilan social, vous me l'avez déjà fait hier, et vous verrez le nombre de vacataires et de déprécarisations qui ont été faites. Je vous l'ai amené, vous voyez, et vous pourrez constater que ça n'est pas la vérité. Jusqu'au bout de ce que vous avez dit. Si elle vous dit qu'elle travaille à la ville d'Abbeville, à l'animation scolaire, il y a un problème puisque c'est une compétence d'agglomération depuis le 2 janvier. Donc vous voyez, il y a déjà une difficulté dans ce que vous indiquez. Est-ce que pour que tout le monde comprenne, on pourrait aller jusqu'au bout à faire du fact-checking, et c'est pour ça que j'ai ramené les éléments, comme vous m'en aviez parlé hier. Ne parlez pas trop anglais, monsieur Dumont, c'est moche. Ça n'est pas, malheureusement, ça n'est pas la responsabilité de monsieur Nicolas Dumont. Aujourd'hui, elle perçoit 600 €, c'est un fait, pour 21 heures de travail. Donc quel est votre propos? Eh bien, ma proposition, c'est par exemple en matière de périscolaire, d'avoir un service public national de la jeunesse. Non plus que ça soit à la mairie d'Abbeville qui traite ses agents et sa jeunesse ainsi, et c'est pas ce qu'il y a de pire, hein, ou que ça soit traité différemment à Amiens, traité différemment à Piquigny, mais qu'on aille vers une uniformisation de ça. Et puisqu'on parlait de la silver economy, je propose la même chose pour ce qui est de ces nouveaux emplois de service, les ATSEM, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, qu'il y ait un cadre juridique fort et que tout le monde ne soit pas placé en situation de précarité comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est malheureusement la précarité, la jeunesse entre sur ce marché du travail via l'intérim ou via ces emplois qui sont des séries d'emplois précaires permanents. Franck de la Personne, on a beaucoup fait pour les quartiers, mais ce n'est pas suffisant. Non, que proposez-vous? C'est pas suffisant, mais il faut partir de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose, rien. Et je suis étonné que M. Ruffin, qui est cinéaste, enfin c'est vrai qu'il ne paie pas ses acteurs quand il les filme, mais je trouve étonnant qu'il n'ait pas des propositions plus intelligentes, notamment sur le plan artistique. Il y a une très grande vivacité artistique dans les quartiers nord, que personne ne s'y intéresse. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de savoir-faire. Non, mais c'est vrai, si, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup. Comme quoi, par exemple, mais par exemple, moi qui suis artiste, je suis étonné qu'il y ait autant. Quartier nord, vous voyez, il y en a d'autres mais moi ici aussi, qui peuvent plus le moi faire. j'ai des copains qui y sont. C'est vrai que avec l'affaire du pigeonnier, vous n'avez pas aidé. Vous n'avez pas aidé les gens à remonter leur situation, monsieur Ruffin, ça c'est vrai. Mais enfin, ça a été bien... Quand on insulte les gens du quartier nord, c'est sûr que c'est difficile de pouvoir s'y rendre et de pouvoir être en contact avec la population. Eh bien parce qu'en 2006, M. Ruffin a écrit un ouvrage qui s'appelle Quartier Nord, où il a insulté une bonne partie de cette population. D'ailleurs, vous avez été condamné pour diffamation, il faut le dire aussi. Et que répondez-vous, parce que vous donnez beaucoup de leçons à tout le monde. Ruffin. Et en tous les cas, ce que je veux dire, c'est dans ce quartier, il y a une chose nouvelle. Les conseils des citoyens, ce n'est pas arrivé par hasard. Ce que disait ce monsieur, moi j'ai besoin de discuter avec les élus. Il a raison. Et les conseils des citoyens, c'est faire partager à la population les modifications et l'évolution de son quartier et qu'ils participent aux décisions. Ça, c'est le respect des citoyens. Donc, et moi, je suis fière d'y avoir participé. De tout ça, c'est concrètement, qu'est-ce qui peut changer la vie au quotidien par de exemple, ces habitants? Lorsque vous avez une jeunesse qui sort de l'école sans formation, nous avons créé la garantie jeune. La garantie jeune, c'est quoi? C'est donner 400 et quelques € par mois à un jeune avec une formation, lui redonner de l'espoir, lui redonner sa chance. C'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien pour ceux qui sont le plus en dehors du monde du travail. C'est quoi les retours et puis, il y a aussi, moi je le dis très simplement, la lutte contre les discriminations à l'embauche. Et ça, il faut avoir les clauses sociales lorsque vous avez des travaux ou lorsque vous avez des projets dans une commune. Il y a les zones franches qui ne fonctionnent pas bien. Il faut pouvoir réviser parce qu'il y a des prédateurs de la zone franche qui n'embauchent pas du tout les gens du quartier, mais qui se mettent dans la poche les déductions fiscales. Et nous y avons travaillé. Il faut persévérer là-dessus. Seulement, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas beaucoup de politiques qui s'en occupent parce que le taux d'abstention dans ces quartiers est très élevé. Alors, on ne s'occupe pas beaucoup
de ces gens-là. Eh bien, moi, j'y étais chaque jour, chaque week-end, et je suis en contact permanent avec les associations que je connais parfaitement bien, qui sont en grande fragilité aussi, depuis que cette mairie est passée à droite. Les associations, c'est un fait, qui sont de plus en plus fragilisées dans ces quartiers. On parle d'Amiens-Nord, mais on parle aussi des autres. Quelles sont vos propositions pour changer le quotidien de ces habitants? Si vous écoutez ce qu'ils viennent nous dire nos concitoyens, ils nous disent l'emploi, l'emploi, l'emploi. Sans emploi, il n'y a pas de cohésion sociale. Sans emploi, il n'y a pas de possibilité de générosité. Et je pense que c'est véritablement la mère des batailles. Et pour ça, je pense qu'il faut rapprocher les entreprises des associations. De quelle manière? C'est simple, en créant des passerelles entre le monde de l'entreprise, parce que tout le monde parle de l'entreprise, mais il n'y a personne qui a mis les pieds, en fait. Et aujourd'hui, quand on voit dans les quartiers nord en particulier, ils vous disent, je suis d'accord avec Madame Boitard sur ce sujet-là, ils vous parlent de discrimination et ils vous parlent de difficulté à rentrer dans le monde de l'emploi. Et bien c'est justement là où il faut les aider. L'économique du monde de l'entreprise. Juste un député peut-il agir là-dessus? C'est à Paris, on est bien d'accord. C'est en votant des lois, c'est en s'opposant également à des lois. Monsieur la personne, vous créez une association. Vous allez soutenir probablement le gouvernement Macron, puisqu'on ne sait pas à l'heure qu'il est si vous ne le soutiendrez pas, si vous n'êtes pas élu. La plupart des oui, bien sûr. Je vais vous répondre. C'est une problématique. Je vais vous répondre. Il faut simplement créer des structures qui permettent la passerelle entre le monde du privé et le monde de l'économie et les demandeurs d'emploi, parce qu'il y a une véritable richesse dans ces quartiers et on en a besoin dans nos entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est éminemment important si on veut réussir à régler le problème de la délinquance, de la sécurité et de tous ces sujets-là. Que propose Emmanuel Macron pour les quartiers classés prioritaires? La richesse de ces quartiers, c'est d'abord leur jeunesse. Et je crois qu'il faut dire, parce que tout à l'heure on parlait de bilan, mais il faut dire à quel point la version remaniée de la politique de la ville a avancé de façon positive. Évidemment, il faut que ça porte ses fruits. Évidemment, la place de l'entreprise et de la création d'activités économiques dans ces quartiers est aujourd'hui trop faible, y compris dans les appels à projets des différents contrats de ville. Donc il y a plusieurs choses. Il y a des investissements pour désenclaver ces quartiers en matière de mobilité. Il y a des investissements pour faire que la culture irrigue ces quartiers, parce que c'est un élément fondamental associé à l'école. Il faut que la culture soit présente, les équipements culturels, le mélange des publics, l'éducation populaire. Et il faut évidemment que quand c'est dans ces quartiers on investit, comme c'est le cas à l'Espérance que vous évoquez, il faut que les clauses sociales jouent et que ce soit y compris des jeunes du quartier par des dispositifs de garantie jeunes, des dispositifs de contrat d'avenir qui puissent participer à la rénovation de leur quartier. Ça, c'est important. Pour cette partie sur les quartiers, juste répondre à ce que vous disiez Pascal Boitard, que vous ne pouviez pas rentrer. Il faut rendre possible les choses. Donc juste un mot par souci d'équité, s'il vous plaît. Moi, je suis ami avec plein de gens des quartiers, tout ça. Maintenant, on parle du quartier nord, c'est ça. Il y a des caïds. Oui. Vous allez encore avoir un procès, monsieur. Vous allez stigmatiser c'est scandaleux. C'est vraiment... C'est scandaleux. Il y a des gens qui se présentent comme représentants et que je mets en cause, en effet. Dans votre livre, vous posez plainte alors, monsieur Ruffin, si c'est la vérité. Et il se trouve que c'est aujourd'hui utilisé à des fins politiques. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Écoutez, on n'ira pas plus loin. Dernière partie de l'émission, car le temps passe. Plus politique cette fois-ci. Franck de la Personne. Oui, que c'est joliment dit. Vous n'êtes pas le seul à vous présenter à l'extrême droite. Alors je ne suis pas d'extrême droite. Le Front National actuellement, que vous le vouliez ou non, n'est pas d'extrême droite. C'est un large rassemblement et qui d'ailleurs peut, puisque M. Macron draine à gauche, au centre et à droite pour ce qui est du mondialisme, nous sommes des patriotes et les patriotes peuvent rassembler autour de ma personne. Juste ce que va dire Yvan Flao, qui est l'ancien responsable départemental du Front National dans la Somme. Ancien, ben oui, heureusement. Voilà, il se présente aujourd'hui sous l'étiquette de l'Union des patriotes du comité Jeanne d'Arc, autrement dit le comité mouvement de Jean-Marie Le Pen. On l'écoute, il s'adresse à vous. Il n'est pas du tout politique. Voilà, donc c'est quelqu'un du showbiz. Ce n'est pas quelqu'un qui est implanté dans le département. On le parachute ici, il n'a aucune connaissance. D'ailleurs, il ne fait pas campagne, on le voit très très peu. Je suis implanté et déjà connu du monde politique, des militants, des gens qui ont déjà voté Front National dans le département. J'ai fait plusieurs élections. Eh bien, en fait, c'est M. Flao qui est un comique. C'est formidable, on vient de découvrir sa vraie nature. Parce que, alors je pense qu'en revanche, il correspond parfaitement à un profil qu'on a beaucoup reproché au Front National, c'est-à-dire xénophobie, racisme, etc., exclusion. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes pour le partage, pour le rassemblement. Moi, en tant qu'artiste,
J'ai voulu rassembler dans mon métier et je le fais aussi en Franck tant que de la Personne, la division politique au Front maintenant. National, elle vous guette tout de Là, même un peu. pardon Oui, la division Ah, il n'y a au pas sein de du division. FN. Je peux Il vous risque même affirmer. de vous fragiliser, on le voit bien au niveau national, entre Ah bon Florian Philippot qui crée son propre parti. N'est Qu'est-ce pas que un parti, vous allez c'est être une confronté association. aujourd'hui, durant ces prochaines semaines, à des partisans de Jean-Marie Le Pen, à d'autres de Florian Philippot Moi, je et suis d'autres ravi. Marine Le Pen? Non, aujourd'hui, il n'y a aucun problème sur la ligne du Front National. Je peux vous dire que j'ai eu encore Florian ce matin qui venait lui-même d'avoir Marine. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Simplement, aujourd'hui en région, je me propose, si vous voulez, moi je viens comme me les autres présenter. partis, finalement, Mais moi je viens me présenter aussi avec ma personnalité, mon amour du terroir. C'est le pays de mes ancêtres. Vous connaissez de ce manière savoir très ancienne. De quelle Moi, manière parce que vous savez, mon papa était originaire d'ici, par sa famille. Et moi, ça m'a fait plaisir quand Marine Le Pen m'a demandé de venir m'investir dans une terre que j'avais demandé difficile. Je voulais pouvoir être utile aux gens, pouvoir leur apporter mon aide, aller au-devant des problèmes et surtout essayer de solutionner au maximum les diagnostics difficiles. Elle m'a dit, tu vas aller dans la Somme. Et j'ai dit, formidable, ça tombait très bien parce que c'est un pays auquel département, je suis moi, j'y suis attaché, disons, viscéralement. Non, mes ancêtres se sont battus depuis le XIIe siècle ici. Je pense que voilà, nous avons protégé les populations. Donc voilà, je reviens sur les terres de mes ancêtres, à mes sources. Et j'ai beaucoup de cimetières en commun avec la population. Aujourd'hui, comment vivez-vous? Vous êtes à Paris, et vous venez régulièrement dans la Somme. Quand vous devez aller sur des plateaux télé, vous êtes obligé d'aller à Paris. Et quand je serai député, ça sera pareil. Je serai bien obligé d'être à Paris parce que c'est là que ça se discute, c'est là qu'on défend la cause des Picards. Non, il faut faire les deux, mais il faut avoir à la fois être très bien informé sur le terrain. Madame Boitard l'a fait très bien d'ailleurs. Mais moi, je vis à Amiens, monsieur. Oui, mais vous êtes né à Mont-de-Marsan et vous voyez que vous êtes très bien enfin, débrouillé. Je vais pas vous raconter ma non, vie mais non vous plus. êtes non, mais vous êtes très bien débrouillé, vous avez fait les choses très bien. Donc je pense que ici. voilà. C'est pour ça que je peux faire les choses bien. Mais je peux vous dire que je vais vivre ici, parce que depuis que je me suis implanté sur Abbeville, j'y ai trouvé du plaisir. Hein. Même si pardon, on reparlera en off de l'état d'Abbeville, mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment pour les zones prioritaires, parce que je crois que vous en avez une, monsieur. Pourquoi en off? Vous avez la liberté d'en parler. Vous voyez, il vous reste encore à découvrir la ville. Il y en a 3. Formidable. Et, dans le quartier, le 6e quartier le plus pauvre de France. Le rôle d'un député, c'est aussi de surveiller ce genre de comment justement les budgets sont répartis, puisqu'il n'y a pas de budget pour un député, et que vous donc avez pas de division au Front National, en tout cas. C'est un scoop. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir un candidat d'extrême droite face à moi, puisque je présente le. Donc ça risque concrètement de vous diviser le clan patriote. Lors des résultats dimanche prochain. Non, je ne crois pas du tout. Je pense au contraire que ça va rassembler, parce que contrairement à M. Ruffin qui dit à ses troupes un certain nombre de choses, et je peux vous citer quand même. Je souhaite citer un petit passage parce que je pense que c'est important. On va passer, s'il vous plaît. Je suis désolé, mais M. Ruffin, qui est un auteur que j'adore, a quand même dit à ses électeurs, et les électeurs devraient le lire, c'est ma spécialité le licencié, je vous le cuisine à la révolte, je fais revenir dans le désespoir. J'ajoute une pincée d'humour quand même, un soupçon de lutte des classes, et voilà, c'est prêt. Un cordon bleu, je fais carrière là-dessus, au fond, un petit business, pas juteux, mais les cachets rentrent, les affaires tournent, par les temps qui courent, il ne faut pas trop se plaindre. Toute une presse de gauche, une littérature de gauche, un théâtre de gauche prospère sur ce credo. Donnez la voix aux sans-voix, notre bonne conscience qui couvre l'impuissance. Voilà le cynisme de quelqu'un qui veut parler pour les travailleurs et les gens qui n'ont rien. C'est votre business, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, monsieur Ruffin. Et je trouve ça lamentable. Moi, je propose et les gens vont pouvoir voter, franchement, ceux qui votent pour vous jusqu'à maintenant, vont pouvoir, avec ma candidature, voir que je viens de la gauche. Certes, je suis pour la protection des travailleurs, la protection s'il vous plaît, l'émission arrive à son terme. Ces questions industrielles, ça fait 10 ans que j'y réfléchis. Et cet ouvrage en est le fruit d'une réflexion sur quelle stratégie. C'est la grande trouille, le journal intime de mes pulsions protectionnistes. Nous partageons ces sentiments, monsieur Rubin. Mais sur ce que vous dites sur votre clientèle, c'est grave. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait écouter François Ruffin? Bien sûr, oui. Non, mais ça fait 10 ans que je réfléchis aux questions industrielles, à comment on fait pour avoir une politique commerciale qui permette une politique industrielle. Alors, aller chercher dans un ouvrage qui est aussi un ouvrage de littérature, 3 lignes comme ça. Ah non, c'est pas un ouvrage de littérature, c'est un ouvrage politique. Moi, je souhaiterais à nouveau m'adresser à monsieur Dumont. On va pas ressortir à chaque fois. Je souhaite je ne souhaite qu'on ne donne pas un chèque en blanc au candidat de Macron, qui est quand même, parce que vous dites qu'il y a une grande incertitude, l'incertitude est quand même limitée. L'incertitude, c'est est-ce qu'il va y avoir des voix différentes pour s'exprimer à l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui les sondages donnent quand même un très large avantage. Donc moi je souhaiterais quand même qu'on ait une réponse claire de M. Dumont.
Est-ce qu'il votera la baisse des petites retraites de 20 €? Est-ce qu'il votera la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires? Est-ce qu'il votera la loi travail numéro 2? Est-ce qu'il votera l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires? Écoutez, avant de parler d'autre chose, parce que vais l'émission arrive à sa fin. Je vais reprendre tous les habitants l'auront dans leur boîte et ils auront le projet global avec y compris l'allègement des cotisations sociales, hier, on n'a pas eu la réponse des 120 000 emplois publics en mais moins. regardez, donnez-moi le vôtre de programme, Madame Boitard. Parce que le programme de Macron, comme celui de M. Mélenchon d'ailleurs, c'est le seul programme qui n'a pas bougé depuis la présidentielle. Le programme de M. Fillon, disparu. C'était le meilleur projet pour la France. Le programme de Benoît Hamon, explosé. Le programme de Marine Le Pen, on ne sait plus. Plus d'euros, plus d'Europe, etc. Donc à un moment donné, les choses sont écrites. C'est un contrat de la nation. Les électeurs, je souhaite reprendre la parole. Non, il est bon. Juste un mot, il est bon de débattre, mais il est bon de s'écouter aussi, s'il vous plaît. J'ai écouté, j'ai lu même. J'ai lu, et il se trouve que là-dedans, dans le texte fourni par M. Dumont, il n'y a rien sur la baisse des petites retraites, il n'y a rien sur la suppression de 120 000 fonctionnaires, il n'y a rien sur la loi travail numéro 2, et il n'y a rien sur l'exemption de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires. Vous avez mal lu sur les propositions. Écoutez, on ignore. Vous avez mal lu sur les propositions. On ignore. Dites-nous, est-ce que vous allez voter? Parce que j'arrive pas à le savoir. Les 5 dernières minutes, il n'y a pas de problème. Simplement, qu'est-ce que vous allez voter? Vous ne voulez pas. Non seulement je ne veux pas répondre, je l'écris. Non, ça n'est pas écrit. Mais c'est votre rôle. Je pense que sur ces questions, Madame la journaliste, c'est aussi votre rôle que nous ayons des réponses. On donne des réponses précises depuis le début de l'émission. Eh bien, Nicolas Dumont, répondez. Et bien alors donc, sur la loi travail, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont supprimés? Sur les créations d'emplois sur la fonction publique, puisque hier... Non, puisqu'il faut faire les deux. S'il vous plaît, on écoute Nicolas Dumont. Quand on dit 120 000 emplois, on dit où est-ce qu'on recrute? On recrute, ça revient avec les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il faut savoir, si vous posez des questions, que vous n'écoutez pas les réponses, ça risque d'être compliqué comme dialogue. Donc à un moment donné, c'est le dédoublement des classes en CP, en CE1, en zone d'éducation prioritaire, que ce soit en milieu rural, que ce soit en milieu urbain. Ça, c'est des créations de postes. Création de 10 000 postes de policiers et de gendarmes. Ça, c'est des créations de postes. Le reste, redéploiement. Madame la ministre, vous avez quand même, vous ne manquez pas de sous. Avec la baisse des dotations, nous avons réduit les effectifs de la fonction publique territoriale. Vous l'avez donné. S'il vous plaît, à la destruction de l'emploi public dans ce pays. Merci, mais monsieur. Je disais, s'il vous plaît. Il a fait usage de sa langue de bois. Les réponses ne sont absolument pas là. On a lu, mais lisez-nous. Dites-nous où est-ce que vous dites si vous êtes pour. S'il vous plaît, on parlait du Front National qui part divisé. J'aimerais avoir une réponse aussi sur la gauche qui, elle, aussi part divisée. Le Parti Socialiste, vous, François Ruffin, donc à gauche, vous, Nicolas Dumont, ancien socialiste, aujourd'hui reconverti donc à Macron. Donc face à la division de la gauche, comment les électeurs de gauche vont-ils faire premièrement pour s'y retrouver, pour qui vont-ils voter? Qu'est-ce qui vous distingue? Moi, je voudrais juste dire une chose. Moi, d'abord, je suis restée une femme de gauche, fière de ses convictions et très claire dans son identité politique. Et je reconnais la même chose à M. Decailleux, par exemple, qui lui aussi est resté clair sur son étiquette politique et fidèle à celui qui était son candidat à la présidentielle, M. Fillon. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Donc moi, je vous le dis, je reste une femme de gauche, je suis soutenue aussi par le Parti radical de gauche et mon suppléant est communiste. Donc c'est très clair, puisque tout le monde connaît M. Renaud, qui est maire de Camon. Et le Parti Socialiste a eu près de 4%. Non, mais d'abord, ce n'est pas les chiffres que vous avez annoncés tout à l'heure dans cette circonscription, mais de toute façon, si vous avez... 4,5. Oui, d'accord, mais vous faites l'élection avant l'élection, c'est dimanche qu'on vote. On parle du premier tour de l'élection présidentielle. Oui, c'était plus de 5%. On parle de ce chiffre-là. Donc évidemment que dimanche prochain, on ne connaît pas. Aujourd'hui, ce n'était pas une machine à perdre, c'est pas une machine à perdre pour vous, Pascal Boitard. On s'engage à certaines règles. Et vous voyez, c'est un signe aussi de comportement en politique. La loyauté, respecter les règles, ça veut dire quelque chose, figurez-vous. Alors je sais que c'est plus à la mode en ce moment, mais moi je me targue d'être démodée dans ce cas-là. Nicolas Dumont n'est pas loyal parce qu'il a adhéré à la République en marche. Chacun jugera. Nicolas Dumont. Mais moi, ma loyauté, elle est aux convictions que je défends. Et moi, j'ai du mal, effectivement, au sortir d'une primaire où un candidat qui sort est à l'opposé de ce que je crois bon pour mon pays et vouloir me faire passer aujourd'hui pour quelqu'un
qui serait de droite. C'est une plaisanterie quand on voit les actions qui sont allez menées soutenir une politique sur mon de droite. territoire C'est pas de- depuis, Vous allez soutenir une depuis politique de 2008, droite, Stéphane monsieur. sur lesquels les électeurs ont déjà eu l'occasion de donner plusieurs fois leur C'est avis. pas de l'opportunisme gauche également. politique, Mais Nicolas si vous voulez, Dumont, d'aller la loyauté, je aujourd'hui l'ai prouvé en chez, La 2011 et République en En Marche. 2012. Souvenez-vous, Est-ce que c'est en de 2011 et en l'opportunisme 2012, politique, vous je l'ai demande prouvé, Vanessa moi, ma Lama loyauté. Et si je ne l'avais pas été à l'époque, certains ne seraient pas sur ce plateau ce soir. Il reste moins de 2 minutes, donc on va faire voilà, très court. Stéphane Decailleux, s'il vous plaît, pour conclure. Pour conclure, s'il vous plaît. Puisque vous étiez deuxième sur ma liste. S'il vous plaît. Moi, je comprends que tout le monde se réclame de la gauche. Moi, mon positionnement, il est clair. Moi, je suis quelqu'un avec une singularité, c'est que je suis quelqu'un de la société civile. Donc, quelqu'un qui n'est pas un métier, qui n'a pas un métier de politique, qui n'est pas un acteur, qui est vraiment dans la réalité, dans la vraie vie. Et puis, le deuxième élément, c'est que, effectivement, je revendique, un peu comme Madame Boitard, la loyauté et la fidélité à mon camp. Et par contre, ça ne veut pas dire que sur certaines réformes qui seront présentées, je ne voterai pas la réforme du travail ou un certain nombre de sujets. Il faut le dire, parce que la chance de la réforme aujourd'hui, la chance de réformer notre pays, c'est avant tout la chance de réformer la France. Et moi, je suis attaché, je suis aussi patriote que vous. Non, vous n'êtes pas patriote. Vous n'êtes pas patriote. Bien sûr, beaucoup plus que vous. Et vous savez que vous allez Stéphane servir. Decailleux, vous avez soutenu François Fillon jusqu'au bout. Tout à fait. Est-ce que Avec là loyauté. aussi, c'est pas une machine à perdre pour vous dans cette circonscription? L'émission s'achève, s'il vous plaît. Défi de vous maintenir après 20 le secondes premier pour tour. François Ruffin, ce sera Parce le que- mot de la parce fin. que ça sera S'il vous ça sera la plaît, voiture on arrive au balai terme de de l'émission. monsieur Macron. Juste 20 D'accord avec secondes, s'il vous Emmanuel plaît. Macron, c'est sur le renouvellement de la vie démocratique. Il faut faire souffler un air frais sur la politique. Il faut des nouvelles têtes. Il faut de la société civile. Est-ce qu'aujourd'hui, Ce sera elle est incarnée le par mot non, de la c'est pas le fin. mot de la fin. C'est la fin de cette émission. François Ruffin, c'est 1 heure de débat consacrée à la première circonscription de la Somme. Merci à vous, 5 d'y avoir participé. Très belle soirée à vous.